Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, dans ce journal, nous reviendrons sur les mesures prises par plusieurs pays pour faire face à la pandémie du Covid-19. Nous irons notamment en Guinée où le port du masque est effectif depuis quelques jours et les populations s'adaptent tant bien que mal. Nous referons également la coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso dans le domaine de la santé, une coopération que Washington entend maintenir dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ici, aux États-Unis et face aux effets du Covid-19 sur l'emploi et l'économie, Donald Trump annonce qu'il va temporairement suspendre l'immigration. Le pays compte à ce jour 42 000 décès dus à la pandémie. Une fois encore, bonsoir. Ouvrons ce journal par les États-Unis où le président Donald Trump a annoncé la suspension temporaire de toutes les procédures d'immigration dans le pays pour, dit-il, protéger les emplois des Américains et l'économie nationale. À la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret pour suspendre l'immigration temporairement aux États-Unis, a tweeté Donald Trump. Le nouveau coronavirus, qu'il qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 42 000 personnes ici aux États-Unis et près de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Le président n'a donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette mesure et pour combien de temps. Il faut noter que déjà plusieurs programmes, dont celui sur la réinstallation de réfugiés aux États-Unis, ont été suspendus et les consulats américains à travers le monde ont arrêté temporairement leurs opérations de délivrance de visas. Nous restons aux États-Unis pour jeter un coup d'œil sur les hôpitaux new-yorkais toujours très sollicités pour traiter des patients du Covid-19 malgré un certain ralentissement dans le nombre de nouveaux cas. L'une de ces structures à l'avant-garde de la lutte contre le nouveau coronavirus est le Mount Sinai Hospital à Queens. Visite guidée avec un jeune médecin. Eric Blutinger vient de démarrer sa carrière médicale et cela coïncide avec une pandémie. Et sa ville, New York, est parmi les plus touchées au monde. My name is Eric Blutinger. Today is Tuesday, Je m'appelle Eric Blutinger. Je suis urgentiste au Mount Sinai Queens Hospital. Je viens de sauter dans la voiture et je suis sur le point de me rendre au travail. Habituellement, je prends le métro, mais à cause de la propagation du Covid ici dans la ville, j'ai choisi une voiture de location parce que je pense que ça serait beaucoup plus sûr. Je suis un peu anxieux d'aller au travail. Et comme il le craignait, l'hôpital dans lequel il travaille est rempli de patients en attente de traitement. Je suis sur le point d'entrer dans le service d'urgence et nous verrons à quoi ressemble la situation. J'ai entendu dire que le volume a explosé et que nous avons tellement de patients du Covid-19 dans les couloirs. Dr Hugo Ezenwele est le responsable du département des urgences. Il confirme les craintes du jeune médecin. On est très occupés. On s'y attendait depuis le début. Et nous voyons beaucoup de patients, ils sont gravement malades et nous faisons de notre mieux pour les suivre et nous assurer que nous pouvons leur fournir de l'oxygène, une certaine ventilation et au besoin nous les intubons. Le docteur Blutinger poursuit sa visite dans la salle des soins intensifs. Alors maintenant, j'entre dans la salle des soins intensifs. Et la salle des soins intensifs est l'endroit où nous avons nos patients les plus malades. Cet endroit n'est jamais vide, mais nous essayons de nous assurer que nous avons au moins une place pour une autre urgence. L'hôpital a même érigé 2 tentes en dehors de ses bâtiments pour faire face au nombre important de patients qui continuent d'arriver quotidiennement. Autre sujet concernant les États-Unis, le gouvernement américain aide le Burkina Faso à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Depuis 20 ans, les États-Unis ont octroyé plus de 100 000 milliards de francs CFA dans le domaine de la santé
au Burkina Faso et Washington compte rester aux côtés du pays pour faire face au Covid-19. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Chers amis au Burkina Faso, je peux annoncer la bonne nouvelle que je suis guéri de Covid-19. Je vous remercie beaucoup de tous les mots de soutien que vous m'avez offerts pendant cette période. L'annonce est faite depuis Washington, D.C. André Young, atteint du Covid-19 au Burkina et qui avait été évacué aux États-Unis, est en pleine forme et répond à nos questions par appel vidéo. Les États-Unis sont engagés aux côtés du Burkina pour lutter contre le coronavirus. Étant quand j'étais évacué, nous avons pu utiliser l'avion pour faire amener les spécialistes pour vous aider, surtout pour soutenir Chorus, le centre opérationnel d'urgence dans le domaine de la santé. Et au Chorus, justement, on salue les États-Unis pour tous les soutiens qu'ils apportent au Burkina, surtout pour la lutte contre le Covid-19. Pour ce qui concerne ce bâtiment, nous avons bénéficié donc de l'appui des États-Unis d'Amérique pour donc la rénovation donc de ce bâtiment, de même que pour son équipement. Et également, depuis un certain nombre d'années, nous avons pu bénéficier d'un certain nombre d'appuis pour la formation du personnel, ce qui fait que nous avons environ 5 personnes qui ont bénéficié d'une formation à Atlanta sur la gestion des urgences. Actuellement, nous avons déjà l'appui technique à travers donc, la mise à disposition donc, du personnel, l'appui conseil, les différents appuis et bien sûr l'appui financier également qui est apporté donc, par donc, le gouvernement américain. Suite à mes 3 ans et demi ici au pays des hommes intègres, je sais que vous êtes un peuple résilient face aux défis. Vous avez montré ça quand vous avez rétabli votre démocratie. Vous avez montré cette résilience quand vous faites face aux défis sécuritaires. Vous avez montré votre communauté quand vous avez accueilli plus de 700 000 personnes qui sont déplacées dans ce pays en face des horribles attaques des terroristes. Et maintenant, vous faites face aux défis de Covid-19. Et moi, je suis convaincu que votre résilience va aussi montrer que vous êtes à la hauteur de répondre à ces défis avec le soutien de vos amis comme les États-Unis. Nous avons octroyé depuis 20 ans 100 000 milliards de francs CFA en aide. Récemment, les États-Unis ont octroyé 2 millions de dollars américains pour appuyer le pays dans le secteur de la santé publique et 6 autres millions pour permettre d'effectuer les tests médicaux ainsi que du matériel. On va rester engagés ensemble comme depuis 20 ans pour lutter contre le coronavirus, a rassuré l'ambassadeur américain. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. La police sénégalaise a annoncé l'interpellation dans la nuit de lundi à mardi de 74 jeunes d'un quartier populaire de Dakar pour violation du couvre-feu instauré à cause du Covid-19. Des jeunes de la Médina, quartier juxtant le centre de Dakar, bravent depuis plusieurs jours le couvre-feu annoncé le 23 mars par le président Macky Sall pour tout le pays. Le Sénégal a déclaré officiellement 412 cas de contamination par le Covid-19 et 5 décès. Au Niger, 10 personnes ont été écrouées dans une prison de haute sécurité après de violentes manifestations à Niamey contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Dans le même registre, en République démocratique du Congo, la commune de la Gombe, qui abrite ministères, sièges d'entreprises et quartiers résidentiels, est en confinement total depuis le 6 avril dernier. Anastasie Tudièche a rencontré le personnel soignant d'un hôpital de fait confiné. 56 lits et seulement 4 patients pour un hôpital qui reçoit habituellement 350 à 400 consultations par jour. C'était avant le confinement de la commune de la Gombe. Le docteur Ted Likongo est le chef clinique de l'hôpital SMS pour Strategos Medical Solutions. Ça a été un challenge pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord la première zone de santé qui a été touchée.
et la première zone de santé qui a été confinée. Ici, les patients sont pris en charge par leurs employeurs et grâce aux différentes formules de mutuelles auxquelles ils souscrivent. Depuis le 6 avril, date du confinement total de la commune de la Gombe, l'hôpital a cessé toute activité non essentielle. Mais certains bravent les barrages. Il y a 2 patients qui sont arrivés. Malgré tout le confinement, ils n'ont pas de téléphone. La plus jeune avait 65 ans. Elle a été obligée de marcher pratiquement de Willery jusqu'ici, 3, 4, 5 km. Elle a dit qu'elle n'avait pas de choix. Pourquoi? Parce qu'elle devait avoir ses médicaments et devait voir son médecin. Pour le docteur Thierry Mailly, la réponse à ce type de cas et plus largement au confinement de l'hôpital, c'est le home care, le soin à domicile. Il est responsable de ce service mis en place par l'hôpital bien avant le confinement et adapté aux circonstances depuis. Nous avons maintenu le home care primitif, donc pour d'autres pathologies qui puissent exister, un malade appelle le 104 comme d'habitude et nous venons prodiguer des soins par rapport à son besoin en dehors de la pandémie. Nous avons créé un autre service, microservice, le home care Covid-19. Là, c'est le home care qui prend en charge seulement les patients suspects du Covid-19. Bienvenue chez Céleste, bonjour, mon prénom est Malaika, que puis-je faire pour vous? C'est ici, au call center, qu'est opéré le tri des appels et leur dispatch vers des spécialistes idoines. Patricia Kabeya est en charge de cette cellule centrale dans le dispositif de soins. Ce service call center est en permanence ici à l'hôpital et nous travaillons 24 heures sur 24 heures, tous les jours du lundi au dimanche. Le ministère de la Santé a prévu 5 sites pour la prise en charge des cas Covid au départ, qui pourra peut-être être augmenté en fonction du besoin. Et c'est avec ces sites-là que nous travaillons directement. Avec une équipe de crise de 6 médecins et 8 infirmières dédiées 24 heures sur 24 à ces quelques 800 affiliés atteints de maladies chroniques, les services qu'offre l'établissement le mettent hors de portée de la majorité de la population congolaise, dont seulement 15% environ est salariée. Mais les praticiens de l'hôpital SMS et leurs confrères à travers la ville partagent une même obsession, stopper la propagation du Covid-19 en RDC. Prenons plus la prévention et nous avons toutes les mesures de prévention qui sont simples, ce n'est que l'hygiène. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa. En Guinée, le port du masque est désormais obligatoire face à la progression alarmante du nouveau coronavirus. Samedi soir, le président s'était exprimé pour prévenir la population. Les Guinéens ne pourront plus circuler si leur visage n'est pas couvert et la police pourrait infliger des amendes. Claire Morin-Gibault nous en dit plus. L'ordonnance officielle sur le port obligatoire d'un masque protégeant le visage est entrée en vigueur en Guinée le week-end dernier. Dans la capitale Conakry, des policiers ont procédé à des contrôles aux principaux carrefours de la ville et infligé une amende de 30 000 francs guinéens aux contrevenants. En province, la majorité des habitants respectent cette nouvelle mesure qu'ils jugent utile. Si tu te protèges, tu ne vas pas avoir. Si tu ne te protèges pas, ça aussi tu vas avoir. Porter un masque en permanence est néanmoins difficile pour certains. Forcément, c'est difficile quand même. Si on n'a pas l'habitude de porter, c'est difficile parce que pour d'autres, quand ils portent, même la respiration, ça est un peu difficile. Mais il faudra tout de même quand même forcer parce que c'est difficile quand même. Cette nouvelle loi a provoqué un afflux de commandes chez les tailleurs et les couturières du pays car la demande de masques a grimpé en flèche. J'ai reçu beaucoup d'appels pour les commandes. Les entreprises, des personnes de bons volontaires qui nous appellent et disent je vais 50, 150 comme ça. Au dernier bilan, date du 20 avril, la Guinée avait enregistré 579 cas de Covid-19 avec 5 décès. Parmi les morts figurent le chef de l'organe électoral, Amadou Salif Kébé, et le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma. La mort de ces politiciens aisés a favorisé une vraie prise de conscience chez certains citoyens guinéens. Mais moi quand même je compte porter parce que ça va me protéger contre le virus. Et vu que nous on n'a pas de gros moyens, on se débrouille avec ça, les tissus. On va les laver, après on reporte. L'état du système sanitaire guinéen suscite l'inquiétude, surtout en cas de propagation rapide du coronavirus. Le pays a déjà été très éprouvé par la fièvre Ebola qui avait tué 2500 personnes entre fin 2013 et 2016 en Guinée.
La pandémie de Covid-19 continue sa propagation à travers le monde. Ce mardi, le nombre de contaminations s'élevait à près de 2,5 millions et plus de 170 000 morts. L'Iran a annoncé mardi 88 nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le nombre de victimes à près de 5 300. Téhéran dit avoir libéré plus de 1000 prisonniers étrangers qui font partie des 100 000 détenus temporairement libérés en plusieurs étapes. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte va annoncer les premières mesures d'assouplissement du confinement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Et nous ouvrons cette deuxième partie par notre segment économie, un segment réalisé dans des conditions particulières, c'est-à-dire toujours à la maison. Et c'est avec Eric Manirakiza. Une journée noire pour le pétrole américain. Le baril a poursuivi sa descente aux enfers lundi, enregistrant une chute à moins $37 face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines près de la saturation. C'est la plus importante chute en une journée depuis la cotation du WTI, le baril américain West Texas Intermediate, en mars 1983. Selon les analystes, l'effondrement de lundi est dû en partie à la saturation du dépôt pétrolier de Cushing dans l'Oklahoma, un des plus importants des États-Unis. Le président Donald Trump a annoncé qu'il avait l'intention d'ajouter 75 millions de barils à la réserve stratégique américaine. Il a précisé qu'il allait soit acheter cette quantité de pétrole si le Congrès lui donnait le feu vert, soit ouvrir à des tiers la capacité de stockage qui fait cruellement défaut ailleurs en échange d'une rémunération. Le marché du pétrole connaît de fortes chutes depuis des semaines. Les restrictions de déplacement dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus ont fait fondre la demande. Le marché a été inondé de pétrole à bas coût après que l'Arabie Saoudite, membre éminent de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois et l'OPEP a décidé de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Mais les prix ont continué à dégringoler quand il est devenu clair que les réductions promises ne suffiraient pas à compenser l'effondrement de la demande. Et en Afrique, la Côte d'Ivoire recevra près de 900 millions de dollars auprès du FMI pour combler les besoins urgents de financement budgétaire et de balance des paiements. L'impact économique attendu de Covid-19 sera considérable et les perspectives à court terme se détériorent rapidement, souligne le FMI. Il estime que cette facilité de crédit rapide aidera aussi à catalyser les financements supplémentaires des autres partenaires au développement. La Banque mondiale a estimé de son côté que la crise économique causée par la pandémie de coronavirus risquait d'effacer les progrès en matière de développement enregistrés ces dernières années, en particulier en Afrique. Le continent va connaître sa première récession en 25 ans, selon les dernières projections du FMI. Et de nombreux pays manquent de tout pour faire face à la crise sanitaire et économique. De manière immédiate, il manque toujours 44 milliards de dollars sur les 114 nécessaires pour financer la lutte immédiate contre la crise sanitaire et économique en Afrique, ont annoncé la Banque
et le font. Toujours en rapport avec l'économie, au Sénégal, les restrictions imposées par le gouvernement à cause du coronavirus ont fait baisser les revenus des petits commerces qui ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, dont la distribution des vivres. Joint via Skype par Yacouba Ouedraogo, Mamadou Diagna Ndiaye, conseiller économique du président Macky Sall, revient sur ces mesures et les impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19. Parlant du programme que l'État a mis sur pied pour les économiquement faibles, qui consiste à des dons de riz, un package où il y a riz, huile et sucre, et avec une enveloppe de 20 000 francs par famille, et cela pendant quelques mois, ce qui revient à une enveloppe générale de 16 milliards, je pense. Donc de ce point de vue, ça, pendant 3 mois à venir, ces personnes ne seront pas impactées négativement. Je pense, ni par la faim, ni par les subsistances accordées à ces familles-là. Cette enveloppe de 20 000 francs par famille, ça sera quotidiennement fait ou c'est par mois ou c'est par semaine ou c'est comment pendant ces 3 mois? Non. Et les modalités sont en cours, la distribution se fait. Il y a le package déjà de riz. Il y a le riz, il y a l'huile et il y a le sucre, ce qui constitue la base alimentaire des économiquement faibles ici. En plus de ça, l'État les accompagne en leur mettant 20 000 francs par personne, ce qui revient pendant 3 mois, ce qui peut combler le gap qu'ils peuvent avoir à ne pas travailler, à ne pas pouvoir trouver des subsistances pour pouvoir se nourrir et préserver leur famille. Donc, par ménage, pas par personne, par ménage. 20 000 francs par ménage. Après le Sénégal, prenez vos bagages et direction le Rwanda où les moyens de transport électriques sont en plein essor, de la voiture au mototaxi en passant par le vélo électrique. Ces véhicules facilitent les déplacements à travers le pays. Pour le gouvernement de Kigali, il s'agit de moyens à la fois peu coûteux et respectueux de l'environnement. Jacques Aristide. Elles ont récemment fait leur apparition à Kigali. Des voitures électriques e-Golf circulent dans les rues de la capitale rwandaise avec moins de bruit de moteur. Le Rwanda est le premier pays africain où le constructeur automobile Volkswagen a introduit son e-Golf. Nadège Gadjou est responsable des ventes et du marketing chez Volkswagen Rwanda. Being the first African country with the electric Golf, être le premier pays africain avec la Golf électrique est une fierté, non seulement pour notre équipe, mais aussi pour le pays. Nous voulons être en avance sur les tendances, nous voulons protéger notre environnement, nous voulons améliorer la vie des gens. Make the lives better for the people. La compagnie allemande a également choisi le Rwanda pour tester son application mobile de l'autopartage Move, des véhicules électriques à réserver par téléphone portable. Elle compte environ 27 000 utilisateurs qui ont effectué plus de 70 000 trajets à la fin de l'année dernière. William Nyagakiza est l'un des clients. La e-Golf est une voiture qui est très silencieuse. Lorsque vous êtes dans la voiture, vous n'entendez aucun bruit qui vous dérange tout au long de votre trajet. Les importations d'essence comptent pour 12% de tous les produits importés par le Rwanda. C'est donc le plus gros produit d'importation, une dépendance que le gouvernement entend réduire. C'est pourquoi des mototaxis électriques ont également été lancés avec des batteries rechargeables et interchargeables. Ces motos électriques sont fabriquées par la firme Ampersand. Josh Whale est son PDG et fondateur. Nos motos électriques pourraient remplacer jusqu'à 60% du parc automobile que constituent les taxis motos au Rwanda, mais qui sont actuellement des motos thermiques.
Il y a 160 000 opérateurs de mototaxi au Rwanda, des jeunes pour la plupart. Didier Ntabaré en fait partie et conduit déjà une moto électrique. La batterie de cette moto est moins chère. De nombreux passagers préfèrent ce véhicule. Il n'y a pas de pollution, pas de bruit. Et si la moto n'est pas pour vous, pourquoi pas un vélo électrique? Safi Moto propose des scooters et des vélos électriques au Rwanda. Son directeur marketing, Umuhoza Ella Pamela. Nous n'avons pas assez de bus, ce qui nous a poussé à proposer ces scooters et ces vélos électriques. Leurs prix sont abordables et ils sont faciles à conduire. Pour l'heure, une centaine de scooters électriques et de vélos électriques sont utilisés à Kigali. Pour Chelsea Wemarika, 22 ans, ils sont très pratiques. Vous n'avez pas besoin de pédaler, vous l'allumez et vous n'avez qu'à utiliser les freins. Cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Le Rwanda tente de réduire la consommation de carburant et d'encourager les investissements privés dans les solutions de mobilité électrique dans le cadre d'une transition vers une économie plus verte d'ici à 2030. Et on va terminer par un retour au Sénégal où les lutteurs traditionnels s'entraînent désormais à huis clos à cause des restrictions liées au nouveau coronavirus. Parmi eux, la star montante de la lutte sénégalaise avec frappe, Moussa Diop, surnommé Serigne Ndiaye 2. Entre la salle de gym, les terrains vagues et le toit de sa maison, ce lutteur répète ses gammes et espère retrouver très bientôt les arènes. C'est ce que nous dit du moins si Yacouba Ouedraogo. Habituellement, la salle de gym Badimax accueille plusieurs athlètes sénégalais qui y viennent pour renforcer leurs muscles. Mais avec les restrictions imposées par le gouvernement, le propriétaire de cette salle a dû revoir ses plans et la garde désormais ouverte spécialement pour Moussa Diop, alias Serigne Ndiaye 2. Avant, il y avait d'autres lutteurs. Ouais. Et les autres gens qui ne sont pas des sportifs, ils s'entraînent tous pour la forme. Et tout. Mais actuellement, il n'y a que moi et mon frère qui sont là. Et le coach. Abdominaux, traction, haltères, l'espoir de la lutte sénégalaise avec frappe travaille sa condition en petit comité sous la direction de son coach, bien sûr, à huis clos. Avec le coronavirus, je dois protéger Serigne et Didier et moi-même. D'accord? Donc l'hygiène, on a augmenté ça. Donc on travaille prudent. Donc le coronavirus, il a tout changé. Changé au point que les plus de 4000 affiliés de la Fédération sénégalaise de lutte sont contraints aux mêmes consignes que l'ensemble de la population. Distance de sécurité, pas de regroupement, pas de contact. Des restrictions qui ont simplement poussé certains à arrêter de s'entraîner. D'autres, comme Moussa Diop, aussi surnommé le Coriace, poursuivent leur répétition avec à l'esprit l'après-coronavirus. Il croit toujours que son combat prévu pour juin aura lieu. Comment j'ai un combat, je ne peux pas rester sans m'entraîner, c'est pas sûr. Bon, d'ici un mois, le corona peut partir quoi. Mais s'il part, moi je lutte après un mois après, je ne pourrais pas être prêt quoi. C'est pour cela, c'est ça. Généralement, lorsqu'il quitte la salle de sport, Moussa Diop enchaîne avec une séance de cardio sur un terrain vague. Mais pour ces stars adulées du public, le respect de la distanciation sociale relève parfois du défi. Nous les entraîneurs, beaucoup de gens vont nous saluer, tu comprends? Et tout le monde veut accrocher à nous, donc c'est normal qu'on méfie, c'est normal qu'on soit peur. Parce que ces maladies-là, tu ne le vois pas. Soucieuse du bien-être de son fils, la mère de Serigne Ndiaye 2 ne s'oppose pas à ce qu'il poursuive sa préparation, mais exige de lui un minimum d'attention. Il n'a qu'à prendre ses précautions seulement. Prendre ses précautions, faire attention, aller aux entraînements, revenir, de ne pas mélanger avec les personnes. C'est pour éviter cela que Serigne Ndiaye 2 poursuit une partie de son travail de préparation sur le toit de la maison familiale, notamment ses gammes de frappe. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous, passez une excellente soirée.